De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Malik Faye, responsable de la communication du Parti socialiste sénégalais en France, Oumar Diop, consultant en finance. Alors nous parlions donc de ce drame survenu en Côte d'Ivoire, c'est plus torrentiel, 20 morts à Abidjan. Alors vous vouliez rajouter, alors on parlait de qui est responsable, est-ce qu'il y a eu une impréparation notamment d'Abidjan parmi tant d'autres capitales africaines? Oumar Diop. Qui est responsable des morts? Non, pas des morts, de la gestion de cette crise. Écoutez, moi, si vous voulez, je ne veux pas pointer du doigt qui est responsable ou qui a causé cela. Moi, ce que je note, c'est un constat. Aujourd'hui, en Afrique, on a des zones qui sont extrêmement inondables. Il faut faire très attention à cela. Mais en amont, les gouvernements, que ce soit les gouvernements actuels ou les futurs gouvernements, on doit travailler à ce qu'on appelle de la prévention de risque. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que la chose se produise. Mais le problème, c'est que si c'était vous, comment allez-vous agir si vous étiez président? C'est ça la question, pour voir la responsabilité. Laissez-moi terminer. Je ne suis pas président, je suis un commentateur, donc je fais des analyses. On doit travailler à faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on n'attend pas tout simplement qu'il y ait des phénomènes naturels pour s'y atteler. Les populations doivent être effectivement préparées à cela, des aléas. Alors qui doit mener ces actions Les gouvernements, bien sûr. Bien sûr, les gouvernements, mais il ne faut pas me pousser à me dire que c'est le gouvernement actuel qui est responsable. Ça, c'est des aléas naturels, ça existe partout dans le monde. Mais nous, nos gouvernements doivent travailler effectivement à gérer cela, à prévenir, à assister les populations pour qu'il y ait moins de dégâts matériels, peut-être pas si possible. Il dit que c'est le gouvernement de prévenir. Il se trouve que le gouvernement n'a rien fait. Il y a eu des morts. La responsabilité. Je pense que c'est pas juste. C'est une question de logique. Ce n'est pas juste. Laissez-moi terminer. C'est une question de logique. Ce n'est pas juste. Moi, les analyses que je fais, ce gouvernement n'a pas fait et on dit. Ce n'est pas juste de dire que le gouvernement n'a rien fait parce que c'est très facile de se mettre sur un plateau de télévision et de dire que le gouvernement n'a rien fait. Si vous avez la décence de me laisser terminer. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Il y a énormément de choses qui ont fait. Si vous avez la décence de me laisser terminer, je vais vous expliquer. Moi, je suis sénégalais. J'ai aucun intérêt. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement ivoirien. Désolé, mais ce n'est pas. Je ne vote pas là-bas. Mais je sais que le problème se pose au Sénégal, où je suis au pouvoir. Et ce qu'on voit à chaque fois, c'est que le gouvernement en place, c'est une continuité. L'État ne prend pas la responsabilité, ne prend pas sa responsabilité pour sortir ces pauvres gens de leur situation. Cette situation, et pourquoi le gouvernement socialiste ne l'avait pas fait quand on a eu des inondations à Thiaroye? Vu que vous ramenez le débat au Sénégal. Quand il y a eu ces inondations à Thiaroye, on a eu beaucoup de morts. Pourquoi le gouvernement socialiste ne l'a pas fait? Je vous dis que le gouvernement socialiste a failli. Le gouvernement ivoirien ne devait pas le répéter. Le gouvernement du Sénégal actuel ne doit pas le répéter parce que c'est des choses qui se sont passées avant. Il y a un précédent. Il faut analyser et agir. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a failli. Peu importe le gouvernement en place d'ailleurs. Alors, ce matin, les opérations de secours ont pris fin à Abidjan, mais pour autant, l'alerte n'a pas été levée. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la saison des pluies est amenée à durer sans doute jusqu'au mois d'août. Alors, une réunion de crise s'est tenue peu après le drame, une rencontre ministérielle, mais jusqu'à présent, aucune annonce sur la mise en place d'éventuelles mesures d'urgence, alors que la saison doit durer et les Ivoiriens sont inquiets. Écoutez, moi, je n'ai pas la conclusion de cette réunion, s'ils sont en train de travailler. Il n'y a pas aucune annonce quant à d'éventuelles mesures d'urgence. Aux dernières nouvelles, les secours sont toujours en cours. On est en train de secourir les populations au moins de ce qu'on a. La crise, elle est énorme. Il y a énormément eu de dégâts. Donc je pense que tout ça, il y a même l'Église qui s'est menée. Il y a au niveau de la solidarité, ça c'est très important à souligner en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est un pays qui est en train de se reconstruire. C'est un pays qui est en train d'avancer. Il faut aussi que nous gardions dans des moments comme ça notre sérénité pour comprendre qu'il y a aujourd'hui un travail qui est en train d'être mené. Effectivement, il faut faire plus. Il faut faire davantage pour que des phénomènes comme ça, quand ça se produit, que les populations soient davantage assistées. Mais je préfère nuancer quant à dire le gouvernement... Alors, est-ce qu'il faut faire plus ou il faut faire tout court? Si vous me permettez, madame. Oui. J'ai lu ce matin la déclaration du RDR, donc le parti du chef de l'État. Et madame Henriette Diabaté, qui préside le mouvement, demande à l'ensemble de ses militants de se mobiliser dans ce périmètre-là pour porter secours aux habitants. Il y a là donc une critique implicite du déficit du ministère de l'Urbanisme et des ministères concernés. Donc il ne faut pas politiser, monsieur.
Moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de débat. Si on a un débat politique, là, on peut l'avoir. Ce n'est pas un débat politique. Moi, je ne suis pas du tout un homme politique. Voilà, ce qui, moi, m'importe... Je ne suis absolument pas un homme politique. Mais c'est ce que vous faites ici. C'est ce que vous faites. Ce qui importe... J'essaie de vous empêcher de le faire. Ce qui importe, c'est la nature générale, la relation de nos États à leur géographie. C'est le minimum quand on veut construire une nation, quand on veut construire un État. Vous regardez aujourd'hui à Kigali, au Rwanda, on a un chef d'État qui pense cela. Et on n'invite pas... autrement, les autres chefs d'État à faire autre chose. C'est cela qui importe. Hein. Nous, bien évidemment, comme commentateurs, on ne va pas se porter caution du gouvernement. Ce n'est pas la question qui est posée. Nous sommes affectés parce que c'est toujours les pauvres, parce que c'est toujours l'Afrique qui souffre. Quand vous traversez des drames comme ça, il ne faut pas s'étonner que les jeunes, en partie dans la désespérance, voient... à tort ou à raison d'ailleurs, une faillite de l'État et qui prennent les chemins de l'exil. Moi, je ne suis pas... Donc, par conséquent, nous ne sommes pas ici pour faire un bilan du gouvernement, nous sommes ici sur un sujet... Oui, mais pour pointer du doigt le travail du sujet. Sur un sujet, on nous demande qui est responsable. Et surtout, un gouvernement vraiment responsable allait quand même mobiliser l'ensemble des ministères d'État pour au moins venir aider ces gens, parce que c'est une situation sociale extrême. S'il y a des morts, si les gens ont tout perdu, il ne suffit pas de dire « allez déposer des vêtements, de la nourriture à gauche, à droite ». Non. Il devait se déplacer, l'État, le président, tout ce qui est possible pour venir en aide à ces gens. Alors, vu qu'ils ne sont pas responsables, ils ne font rien. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces pluies meurtrières qui ont donc fait 20 morts en Côte d'Ivoire, selon un dernier bilan. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Alors l'activité économique est au ralenti au Togo. Le Fonds monétaire international avait averti il y a quelques mois les autorités togolaises, et ce malgré des progrès notés dans le cadre notamment du programme de facilité élargie de crédit qui lie le Togo à l'institution. Mais la croissance, elle, est à la baisse, une tendance qui s'observe depuis quasiment un an avec les débuts de la crise politique. Reportage Aimé Fakofi. Les activités économiques ont tourné au ralenti ce lundi 18 juin à Lomé. Pour cause, l'opposition togolaise a appelé la population à observer une journée dite Togo-mort pour réclamer l'exercice du droit constitutionnel de manifester. À Décan, centre-ville de la capitale, rares sont ces boutiques qui sont fermées. Beaucoup évoquent la situation économique peu confortable du pays. À Atikoyi, un des marchés les plus animés de la capitale togolaise, contrairement à ce que l'on observe à l'accoutumée, il est beaucoup plus aisé de circuler ce lundi. Cet appel de l'opposition à une journée sans activité économique reste diversement apprécié. Je viens de Badou. Nous sommes venus au marché. Il n'y a personne pour nous payer les tomates. C'est vraiment une perte pour nous. Vraiment, cette journée, vraiment, c'est belle journée. Il n'y a pas de problème. On a trouvé qu'il n'y a que la sécurité. Tous les mois, ils sont ouverts la boutique ici. Dès qu'on tout ça marche bien, il n'y a pas de problème. Même si tu viens au marché, il n'y a pas de place pour circuler. C'est seulement certains qui ont besoin d'argent qui sont venus. Mais d'autres ont décidé de ne pas venir au marché. Ils ont respecté le mot d'ordre de l'opposition pour que le pays change. L'appel à la journée dite Togo-mort est l'une des conséquences de la crise politique que traverse le Togo depuis le 19 août 2017. Cette crise n'est pas sans conséquences sur l'économie réelle du pays. Un rapport de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo indique que plus de 71% des entreprises sont touchées par la crise sociopolitique au Togo. Il y a la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui a lancé une étude récemment, une étude sur un échantillon de 912 entreprises qui ont été recensées. Et par rapport à cette étude précisément, il y a 71,93% de ces entreprises qui ont déclaré avoir subi une baisse de leur chiffre d'affaires de 25 à 50% sur la période décembre 2017, c'est-à-dire sur le second semestre de l'année 2017. Selon le Fonds monétaire international, au deuxième semestre 2017, suite aux troubles sociopolitiques, le taux de croissance économique du Togo est estimé à 4,4% contre 5,1% en 2016. Pour 2018, on annonce un taux légèrement inférieur à 5%. Alors, une croissance qui est en baisse, est-ce qu'on peut directement lier ce recul, Oumar Diop, recul des affaires au contexte politique? Oui, on peut absolument, puisque les affaires marchent avec la stabilité
la stabilité politique. On ne peut pas faire des affaires dans l'instabilité. Il y a une chose aujourd'hui que je pense que nous sommes tous d'accord ici, il faut de la démocratie en Afrique, mais il faut faire extrêmement attention. Il y a la marche qui a été initiée par l'opposition, elle n'a pas été suivie par tout le peuple. Et pourtant, aujourd'hui, on continue de communiquer pour dire que ça a été suivi par le peuple, alors que ce n'est pas vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de dire qu'on a beaucoup de chefs d'État qui restent au pouvoir depuis très longtemps, mais à côté, il faut qu'on ait des oppositions qui sont capables de proposer des alternatives au peuple qui sont... Alors quand même, sur l'opposition togolaise, on a vu quand même, il y a quelques mois, des mobilisations qui rassemblaient 100 000 personnes. Je ne l'ai pas vu sur votre... Il y a des reportages aujourd'hui sur un des peuples togolais qui ne sont pas du tout d'accord avec l'opposition. Ça, c'est très important parce qu'ils ne savent pas pourquoi aujourd'hui on leur incite à descendre dans les rues. Moi, je pense qu'il y a une stratégie de communication qui n'est pas du tout claire. On n'a pas réussi aujourd'hui à montrer au peuple togolais quel est le chemin qu'on devrait suivre que l'actuel président n'a pas fait. Donc moi je pense que c'est très important. Je suis tout à fait pour qu'il y ait des élections libres et transparentes, qu'on n'ait pas des chefs d'État qui s'installent pendant des décennies ou des années au pouvoir, mais à côté il faut qu'on ait des oppositions qui sont fortes, qui sont capables de proposer des projets alternatifs qui sont clairs et aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Alors l'opposition togolaise est claire, retour à la constitution de 1992, le départ du président Faure Gnassingbé, donc Pierre-Franklin Tavares. Sur l'économie, on revient quand même sur l'économie. Oui, bien évidemment, comme disait notre collègue, il y a un impact dont le reportage indique les grandes lignes, c'est-à-dire une croissance en baisse, un pouvoir d'achat mécanique qui baisse également, des produits qui se vendent moins, qui périssent, et donc par conséquent, si je puis dire, le panier de la ménagère est directement affecté. Ce qui me frappe le plus, c'est que nous ne sommes pas dans une crise sociale ou économique. Nous sommes dans une crise politique, où effectivement on a une classe politique dans son ensemble qui prend en otage un pays. Moi, j'ai appelé au consensus il y a quelques mois, en conseillant à l'opposition, en disant quand on fait une démonstration de force, comme elle a fait il y a quelques mois, il faut tout de suite capitaliser. Parce que l'expérience politique, l'expérience des manifestations, ça fait 40 ans que je suis en France. Ça fait 40 ans que je sais ce que sont les manifestations. Quand on tarde, elles faiblissent. Et donc on devient moins fort. Donc le kairos, le moment opportun des négociations, je pense que l'opposition ne l'a pas véritablement saisi. Elle avait mal compris d'ailleurs ce que j'avais dit à l'époque, quand j'appelais au consensus. Au consensus, pourquoi? Parce que le destin aujourd'hui du Togo joue sur 2-3 critères. Ça devient un pays géostratégique, où un ensemble de puissances mondiales, sans qu'on le sache, le motif s'y affrontent. La France est légèrement affaiblie, les États-Unis ont une position qui devient de plus en plus forte. Les États-Unis et ses alliés. Et par conséquent, celui qui a négocié ça, qui est le président Faure, il n'a aucune raison de partir, puisqu'il calcule les mannes de ce qui va arriver. Deuxièmement, on a une opposition qui est forte et qui réclame une alternance. Nous-mêmes, comme démocrates et républicains, on ne peut qu'encourager cela. Mais il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que sur ce qu'est la démocratie, ce qu'est la République, que la classe politique togolaise arrête de prendre en otage les populations, parce que finalement, ni la majorité présidentielle, ni l'opposition, ni les populations togolaises ne sortent gagnants de cette affaire-là. Malick Faye. Moi, je dis c'est triste. C'est triste parce qu'en face, et nous sommes en Afrique, encore un homme irresponsable, un président totalement irresponsable. Il y a quelques mois, je disais que l'opposition a fait ses revendications. Par contre, ça m'étonnerait qu'elle soit satisfaite par le gouvernement actuel. Et j'avais précisé que ce que va faire le gouvernement, c'est d'essayer de prendre du temps pour tout simplement les diviser. Quand on divise, évidemment, il y a une faiblesse dans un essoufflement du mouvement. Et ils ont eu du temps pour le faire. C'est ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on demande au juste? Cette personne, c'est son pouvoir qui l'intéresse ou le pays? Si le pouvoir l'intéresse, il peut continuer. Parce que les gens quand même réclament juste un retour à la Constitution de 1992. Ne pas avoir un mandat supplémentaire. C'est facile. Si vous êtes intéressé par le pays et que vous voulez qu'il se développe, mais vous le dites, OK, on va revenir. C'est 2020 quand même. Il y a encore quelques années pour, en tout cas, aider le pays à sortir de la crise et surtout à se développer un minimum.
s'il le faisait, s'il satisfaisait cette revendication, mais forcément on n'aurait pas cette crise économique qui paralyse le pays et qui aura des répercussions dans le temps. Ils l'ont tous dit, c'est la stabilité d'abord. On privilégie la stabilité, on oublie ses intérêts personnels et on pense aux pauvres, aux gens qui sont pauvres en Togo et qui ont besoin au minimum de manger, de se vêtir, de se loger. Et on se dit, mon pouvoir ne vaut pas la peine de sacrifier ces individus qui n'arrivent plus à manger, à acheter quelque chose. S'ils avaient réussi comme ça, il allait lui-même quitter le pouvoir sans qu'on le demande. On ne le demande pas de quitter le pouvoir tout de suite. On lui demande de ne pas se présenter. Mais présentez-vous, arrêtez, bon sang. Quittez le pouvoir, d'autant plus que vous êtes là depuis plusieurs années à travers votre père. Partez, oubliez le pouvoir, pensez à l'économie et le pays va se développer. C'est ça on nomme. Et finalement, les hommes politiques africains devaient penser comme ça, je pense. Ils devaient surtout acter comme ça. Et ça marcherait. Un dernier mot, Oumar Diab. Tout à l'heure, il y a un journaliste togolais qui a fait un article qui est très intéressant, qui a pointé du doigt le peuple togolais. Parce que quand on a appelé à marcher, il y a certaines personnes, il y a énormément de gens qui n'ont pas voulu. Donc il a pointé du doigt du peuple togolais, et là aujourd'hui il ne sera pas le seul, parce que moi aussi, je pense que c'est extrêmement important pour que les peuples africains aussi, ils comprennent qu'un pays, il n'y a pas juste le chef d'État qui le fait diriger. Si aujourd'hui la famille Faure est restée au pouvoir pendant plusieurs années, le peuple y est quelque part. Moi je pense qu'en Afrique, on devrait faire attention non seulement aux hommes qu'on porte au pouvoir. Ça, parce qu'il y a un philosophe qui disait qu'un peuple qui élit des renégats, qui élit des importateurs, ce peuple-là, il n'est pas victime, il est complice. Il est tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, les peuples africains, ils ont une souveraineté qui est très importante, c'est le carte d'électeur, le jour des élections. Alors que les chefs d'État africains ou les classes politiques africaines, ou même les oppositions, qu'on n'en parle jamais, ils ont compris qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de présenter un programme politique pour être candidat à l'élection présidentielle. Partout en Afrique, on a des gens comme ça. L'opposition togolaise, elle n'a pas été très claire dans sa stratégie. S'il n'a pas été capable de convaincre le peuple ce qu'on va faire, c'est qu'elle n'est pas fiable. Mais tout simplement, si le gouvernement aussi organise des élections et les vole, ça, il n'y a pas de risque qu'il y ait du changement. D'autant plus que pour faire une élection transparente, il faut quand même un minimum un fichier qui est fiable. Je ne pense pas que depuis les élections qui ont eu lieu, qu'il y ait quand même au Togo un fichier qui permet de dire que la démocratie s'est exprimée. Donc ici, on peut dire que le peuple est un peu responsable, mais il faut être prudent. Parce qu'on sait Moi, je dis tout simplement qu'il faut qu'on fasse attention, que les peuples africains fassent attention aux hommes qu'ils choisissent pour diriger leur pays. Ça, c'est très important. Merci à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la dernière partie de l'Africa Newsroom.